La nuit est noire, épaisse, presque solide. L'Atlantique gronde comme une bête blessée, et un destroyer solitaire fend les vagues glacées, ses flancs claquant sous les coups de l'océan. Le vent hurle, la pluie fouette les visages, mais sur la passerelle, un homme reste immobile, ancré, les yeux fixés sur l'horizon invisible. Il s'appelle André. 28 ans, marin depuis l'adolescence, officier par mérite, pas par naissance. Autour de lui, des ordres claquent, des bottes courent, des mains tremblent sur l'acier froid des rambardes. Les projecteurs balayant la mer découpent des silhouettes fantomatiques dans la brume. Nulle part, et pourtant partout, se cachent les sous-marins ennemis. Cap compas 080. Vitesse maximale, hurle André, la voix nette, tranchante, couvrant les rafales et le tonnerre des canons au loin. En dessous, la salle des machines vibre, haletante. Sur le pont, un marin plus jeune lui lance un regard chargé de peur. « Mon lieutenant, ils disent qu'un convoi entier a coulé la semaine dernière. Et si on est les prochains ?» André tourne légèrement la tête, croise ses yeux. « Tant que je suis là, tu fais ton travail. Je m'occupe du reste. Regarde la mer, pas ta peur. » Il parle calmement, mais ses mains, elles, en disent plus que son visage. Serré sur les jumelles, les jointures blanchies. Il sait qu'un mauvais choix, un seul, peut coûter un navire entier. Des dizaines de vies. Et derrière ces vies, des familles, des villes, un pays suspendu à ses convois de munitions et de nourriture. Une détonation lointaine déchire la nuit. Puis une autre, plus proche. Sur la radio, une voix déformée par des grésillements, affolée, torpille en approche. Torpille en approche, à tribord. Pendant un fragment de seconde, tout se ralentit. Le battement de son cœur, le bruit de la pluie, les cris autour de lui. C'est dans cet instant suspendu que la plupart des gens cèdent à la panique. Mais pas lui. Ici, au milieu de la guerre, André est étrangement chez lui. Clair. Focalisé. Stratégique. Barre à tribord toute. Vite. Le destroyer se cabre, tangue brutalement. Des caisses glissent, des hommes tombent, se relèvent. Au loin, le sillage lumineux d'une torpille file, frôle l'étrave, disparaît dans le noir. Elle les a manqués de quelques secondes. Un soupir discret parcourt l'équipage, un mélange de soulagement et de terreur contenue. André, lui, ne sourit pas. Il hoche simplement la tête, comme si tout cela n'était qu'une partie d'échecs particulièrement tendue. Parce que pour lui, la guerre, c'est devenu ça, une immense table où chaque décision est un pion déplacé, un sacrifice calculé, une victoire millimétrée. La peur, il l'a rangée quelque part au fond, entre deux prières qui ne s'avouent pas vraiment. Ce soir-là, dans le vacarme de la tempête et des explosions, il incarne le héros discret dont on fera peut-être un jour des récits. Discipliné, concentré, presque inébranlable. Au milieu du chaos, il trouve l'ordre. Au bord du naufrage, il trouve la stratégie. Ce qu'il ignore encore, c'est que la guerre un jour s'arrêtera. Que les canons se tairont, que la mer redeviendra seulement la mer. Et qu'alors, loin des uniformes, des médailles et du salaire garanti, il découvrira un autre champ de bataille, bien plus silencieux, mais tout aussi meurtrier. Un champ de bataille où les torpilles ont un autre nom, facture, dette, manque d'opportunité. Là, au lieu de sauver un navire, il devra apprendre à se sauver lui-même. Et cette guerre-là, peut-être, ressemble étrangement à la vôtre. La mer se referme derrière lui comme un rideau de métal gris. Le vacarme des canons s'est tu, mais dans sa tête, le grondement persiste. Pierre, car c'est ainsi que nous allons l'appeler, débarque sur le quai, la vareuse encore imprégnée de sel et de fumée. On l'applaudit distraitement, quelques poignées de main, des regards admiratifs, puis chacun retourne à ses affaires. La guerre, pour beaucoup, est déjà une histoire qu'on veut oublier. Pour lui, c'est une blessure encore ouverte. Il serre dans sa main une petite enveloppe froissée, sa dernière solde. Il la retourne, fait un calcul rapide dans sa tête, comme il évaluait autrefois la distance d'un destroyer ennemi dans la brume. Ça va tenir quelques semaines, murmure-t-il. Mais la ville qu'il retrouve n'a plus rien à voir avec celle qu'il a quittée. Les vitrines brisées ont été remplacées par des enseignes flambant neuves. Les rues où l'on se cachait des bombes sont maintenant saturées d'affiches colorées, crédit facile, acheter maintenant, payer plus tard, la liberté, c'est consommer. Chez lui, dans le petit appartement loué au dernier étage d'un immeuble sombre, l'odeur d'humidité le cueille comme une gifle. Sur la table branlante,
une pile de lettres latins. Il en ouvre une, puis une autre. Facture. Retard de paiement. Relance. Il sent sa gorge se serrer. Pendant des années, les ordres étaient simples, tenir le cap, protéger le navire, survivre. Aujourd'hui, les ordres ont disparu, mais une autre forme de pression s'installe, plus silencieuse, plus insidieuse. Le soir, il sort quelques pièces de sa poche et les aligne soigneusement. Cet homme qui savait compter les secondes entre le flash d'un tir émis et l'impact, est incapable de prévoir comment payer son loyer dans 2 mois. Il a appris à lire les cartes marines, mais jamais les relevés bancaires. Il connaît par cœur la logique d'une stratégie militaire, mais pas celle des intérêts composés, des crédits revolving, des frais cachés. Comment ça, pas de poste pour vous, demande-t-il au responsable d'une compagnie maritime civile, quelques jours plus tard. L'homme, costume sombre, lunettes rondes, évite son regard. Nous avons des jeunes déjà formés pour le commerce, pour la logistique moderne. La guerre, vous savez, c'était autre chose. Autre chose. Comme si ses nuits blanches, ses camarades tombés à la mer, ses décisions prises sous le feu n'avaient plus aucune valeur. Un soir, attablé seul dans un café, Pierre observe les conversations autour de lui. On parle d'investissement, de reconstruction, de chance à saisir. Un homme explique fièrement comment il a acheté un immeuble, presque sans argent, grâce à un prêt. Pierre écoute, intrigué, mais aussi piqué au vif. Pendant qu'il risquait sa vie, certains apprenaient à apprivoiser ce nouveau monde de chiffres, de contrats, de négociations. Lui, il découvre qu'on peut être un héros en mer et un analphabète financier à terre. Il ouvre son portefeuille, quelques billets, une carte simple, sans découvert autorisé. On lui en a proposé une autre, plus pratique, avec un plafond de crédit. Pour vous aider à repartir, avait dit le banquier avec un sourire trop lisse. C'est une phrase qui sonne comme une promesse, mais aussi comme un piège. Comment distinguer, sans repère, ce qui est une opportunité de ce qui n'est qu'une dette déguisée? Dis-moi, te reconnais-tu, un peu, dans ce décalage entre ce que tu sais faire et ce que l'argent exige que tu saches? As-tu déjà eu l'impression d'être compétent dans ton travail, courageux dans tes choix, mais complètement démuni face à un relevé bancario ou à une nouvelle dépense imprévue? Car pour Pierre, la véritable tempête ne fait que commencer. Et elle ne vient plus de l'Atlantique. Elle vient de la boîte aux lettres, du guichet de la banque, des choix qu'il s'apprête à faire, sans aucune boussole financière. Les jours suivants, le navire croise au large de l'Atlantique Nord. Le froid n'est plus seulement une température, c'est une présence. Le vent lacère les visages, la mer se cabre en mur gris qui se referme derrière la coque comme une gueule qui se referme. Le marin, lui, avance sur le pont avec cette même démarche calme, presque lente, que rien ne semble pouvoir briser. Cette nuit-là, le ciel est sans lune. Juste une bande de nuages bas, lourds, qui cachent jusqu'à la moindre étoile. Seules quelques ampoules rouges filtrent de la passerelle. À l'intérieur, un grondement grave de machines, de radios qui grésillent, de cartes qu'on déploie sur une table métallique. Le commandant penche la tête vers lui. On vient de perdre le contact avec l'un de nos escorteurs. Sous-marin probable. Le marin s'approche de la carte. Une mer de traits, de chiffres, de coordonnées. Pourtant, dans ce chaos de données, il respire. Il pointe du doigt. S'ils ont attaqué ici, ils se déplacent sûrement en meute. Ils vont nous attendre sur la trajectoire la plus logique. Il faut faire l'inverse de ce qui rassure. Le commandant le fixe, soupire. Ça veut dire s'exposer. Ça veut dire choisir notre risque, au lieu de le subir, répond-il. On abaisse les lumières. Ordre rapide, presque murmuré. Le convoi change de cap comme un animal géant qui pivote dans l'obscurité. Sur le pont, le marin serre la rambarde. Chaque vague qui frappe la coque est un rappel, une erreur, ici, ne se paie pas avec un simple « découvert ». Elle se paie en vies humaines. Un jeune matelot, à côté de lui, essaie de masquer sa peur derrière une plaisanterie. « Chef, vous pensez parfois à ce que vous ferez après la guerre ?» Il hésite, étonné de la question. « Après ?» Le mot résonne dans sa tête comme s'il n'avait jamais vraiment envisagé cette idée. Il a passé des années à penser au prochain quart, au prochain convoi, à la prochaine attaque. L'avenir, pour lui, s'arrêtait à quelques milles nautiques. « Je ne sais pas », finit-il par dire. « J'imagine que, je rentrerai. Je trouverai un travail. Ça s'arrangera.
Le matelot hoche la tête, comme si cette phrase suffisait à le rassurer. Mais à l'intérieur, le marin sent une petite dissonance, un léger malaise. Il peut calculer la trajectoire d'une torpille, anticiper le mouvement d'un sous-marin, mais quand il tente d'imaginer sa propre trajectoire financière, c'est le brouillard complet. Un bruit déchire alors la nuit, alarme, cloche, cri. Torpille à bâbord. Le navire se cabre, vire brutalement. Le corps du marin est projeté contre la rambarde, ses doigts s'agrippent par réflexe. Tout se met à hurler, les moteurs, les hommes, la mer. Il donne des ordres, coordonne, anticipe. Chaque seconde compte, chaque décision est une ligne invisible entre survie et naufrage. Et pourtant, au milieu de cette urgence absolue, une pensée traverse sa tête comme un éclair furtif. Ici, il sait exactement quoi faire. Il connaît les risques, les marges de manœuvre, il voit presque les chiffres danser dans l'obscurité. Mais quand sera-t-il quand tout cela s'arrêtera? Quand il n'y aura plus d'ordre, plus de solde, plus de mission pour justifier ses choix. Vous avez déjà senti ça, vous aussi? Ce moment où, dans votre travail, vous êtes solide, compétent, presque imbattable, mais dès qu'il s'agit de vos comptes, de vos économies, de votre avenir financier, tout devient flou, lointain, inconfortable. La torpille passe à quelques mètres de la coque et explose plus loin, dans un grondement sourd. Le navire tremble, mais tient bon. Encore une fois, grâce à sa lucidité, à son sang-froid, ils viennent d'échapper à la catastrophe. Les hommes l'encerclent, le tapent dans le dos, certains rient nerveusement, d'autres écrasent une larme discrète. « Tu nous as encore sauvés, vieux », souffle le commandant. Il acquiesce, sans triomphalisme. C'est son rôle. C'est ce qu'il sait faire. Ce qu'il ignore, c'est qu'au moment même où il évite une torpille dans l'Atlantique, une autre menace, invisible, commence déjà à se mettre en place, bien plus silencieuse, mais tout aussi destructrice. Celle qui viendra le frapper plus tard, quand les canons se seront tus. Le matin où tout bascula, il ne pleuvait même pas. Pas d'orage, pas de sirène. Juste un facteur, un bruit de pas dans l'escalier, puis 3 enveloppes épaisses glissées sous la porte. Le marin hésita un instant avant de les ramasser. Il connaissait déjà cette texture, ce papier un peu trop rigide qui colle à la peau comme une mauvaise nouvelle. Il s'assit à la petite table branlante de la cuisine. La lumière d'hiver filtrait par la fenêtre, dessinant un carré pâle sur le bois usé. Il ouvrit la première lettre. Les mots sautèrent aux yeux, mise en demeure, retard de paiement, intérêt. Il déglutit, passa à la deuxième, votre dossier sera transmis au service contentieux. La troisième était la plus froide, un ton quasi administratif, presque poli, pour lui annoncer qu'en l'absence de régularisation, des poursuites seraient engagées. Il posa les feuilles, ferma les yeux. Pendant un instant, il crut entendre à nouveau le grondement sourd des canons, les ordres criés dans la nuit, la radio crépitante à bord du navire. Là-bas, quand une alerte sonnait, il savait quoi faire. Ici, face à ces mots imprimés, il ne voyait aucune issue claire. Sa femme entra, essuyant ses mains sur un torchon. Elle le vit, figé, les épaules lourdes. « Encore des factures » demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, sans réussir à parler. Elle s'assit en face de lui, prit une enveloppe, la parcourut rapidement. Son regard changea, oscillant entre inquiétude et une fatigue ancienne, de celles qui ne viennent pas d'une nuit blanche, mais d'années de tension silencieuse. « On va s'en sortir » murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. « Tu as survécu à la guerre. On trouvera une solution, non ?» Il aurait voulu répondre oui. Sur le front, il n'hésitait jamais à donner un ordre. Là, les mots restaient coincés. Sur le pont du navire, il disposait de cartes, de boussoles, de plans. Ici, face aux chiffres, il n'avait ni formation, ni stratégie. On ne lui avait jamais appris à lire un contrat, à négocier un crédit, à anticiper un budget. Dans son village, on répétait seulement « Travail dur, le reste suivra ». Mais il travaillait déjà dur, et rien ne suivait. Il se leva pour échapper au regard de sa femme et alla jusqu'à la fenêtre. Dans la rue, des enfants jouaient à la guerre avec des bâtons, imitant des mitraillettes. Il se surprit à penser, si seulement on leur apprenait aussi à jouer à la banque, aux factures, aux économies. Peut-être qu'il souffrirait moins plus tard. Au fond de toi, tu connais ce malaise, n'est-ce pas? Ces courriers qu'on hésite à ouvrir, ces mailles de relance qu'on laisse dormir dans la boîte de réception. Comme si le simple fait de ne pas les lire allait suspendre la réalité. Tu as peut-être,
toi aussi, poser une facture face cachée sur la table, en te disant « j'y penserai demain ». Sous l'eau glacée de l'Atlantique, le marin affrontait les sous-marins ennemis avec un sang-froid presque inhumain. Mais face à une simple feuille de papier, c'était autre chose qui l'assaillait, la honte. Honte de ne pas comprendre les termes, honte de ne pas savoir comment s'en sortir, honte de sentir que, dans ce nouveau monde, son courage passé ne valait plus très cher. Il se retourna vers sa femme, prit une profonde inspiration. « On ne peut pas continuer comme ça, dit-il enfin. Je ne sais même pas combien on doit exactement. Je ne comprends pas ses intérêts, ses pénalités. C'est comme se battre dans le brouillard. » Elle le regarda longuement, puis acquiesça. « Alors il va falloir apprendre, non? Autant que tu as appris la mer. » L'idée le heurta d'abord. Apprendre l'argent? La gestion. À son âge? Lui, l'officier respecté, se retrouvait élève à nouveau? Pourtant, au fond de son ventre, quelque chose se réveillait, cette même énergie qui lui avait permis de tenir quand tout semblait perdu au milieu des vagues noires. Et toi, est-ce que tu t'es déjà surpris à penser que ce n'est pas pour toi, que l'argent, les investissements, les stratégies, c'est pour les autres, pour ceux qui te savent? Et si ce n'était qu'une compétence, comme apprendre à lire une carte ou à déchiffrer le ciel avant la tempête? Ce jour-là, sans uniforme et sans fanfare, le marin prit une décision qui allait marquer un tournant silencieux dans sa vie. Mais il n'imaginait pas encore le prix émotionnel de cette nouvelle bataille, ni les résistances intérieures qu'il devrait affronter avant même de commencer à reconstruire. Un soir d'hiver, il s'assoit face à la petite table bancale de la cuisine. Le tic-tac de l'horloge est si fort qu'il couvre presque les bruits de la rue. Devant lui, un tas de papiers froissés, jaunis par la fumée de cigarettes, factures d'électricité, loyer en retard, lettres de rappel de la banque. Il aligne les feuilles comme autrefois il alignait les cartes marines. Sauf qu'ici, aucune route sur ne se dessine. Il prend un stylo, murmure presque pour lui-même, « Bon, on va faire comme en mer priorité. Ce qui coule le navire en premier. » Il entoure des montants, rature, refait des calculs. Les chiffres dansent, se mélangent, deviennent une mer agitée. Dans sa tête, il entend encore la voix de l'officier pendant la guerre, « Capitaine, il faut choisir, protéger le flanc gauche ou sauver le cargo. On ne peut pas tout assurer. » Il avait décidé en quelques secondes. Ici, face à des factures, il met des minutes entières à respirer. Dans le silence, une question le transperce. Comment un homme qui a dirigé un navire sous le feu ennemi peut-il trembler devant un simple relevé de compte? Et toi, tu t'es déjà senti comme ça, courageux dans certains domaines, mais complètement vulnérable quand il s'agit d'argent. Il pousse un long soupir et ouvre enfin la lettre de la banque, celle qu'il repousse depuis des jours. Les mots sont secs, impersonnels, découvert non autorisé, mesure de recouvrement, saisie possible. Il relit 3 fois, comme si une issue secrète allait apparaître entre les lignes. Rien. Il ferme les yeux. De nouveau, l'Atlantique. Le ciel noir, le vent qui hurle, la coque qui grince. Sauf que cette fois, aucun radar, aucun sondeur, aucune radio ne l'avertit du danger à l'avance. La tempête financière est silencieuse, jusqu'au moment où tout casse. Dans un éclat de lucidité douloureuse, il comprend, pendant la guerre, quelqu'un planifiait au-dessus de lui. Il exécutait les ordres, appliquait la stratégie. Maintenant, il est seul à la barre. Personne n'a jamais pris le temps de lui expliquer comment fonctionne un crédit, une épargne, un budget. On lui a appris à survivre sous les bombes, pas à survivre à la fin du mois. Il se lève, tourne en rond dans la cuisine étroite. J'ai survécu à la Kriegsmarine, et c'est une facture de chauffage qui va m'achever. Il rit jaune, un rire bref qui ressemble à un sanglot étouffé. Il pense à ses camarades tombés au combat, à ceux qui n'ont jamais revu la terre. Eux au moins, on les appelle héros. Et moi? Il jette un regard aux enveloppes. Moi, j'ai juste l'air d'un incapable. Cette sensation, tu la connais peut-être, ce mélange de honte et de colère quand tu regardes ton compte en banque. Tu vois les montants en rouge, et tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là? Tu ne manques pas de courage, tu ne manques pas d'effort, mais il manque une carte, un plan, une boussole. Au milieu de cette nuit-là, le marin fait quelque chose d'inédit, il prend une feuille blanche. Il trace une ligne au milieu. D'un côté, il écrit « dette », de l'autre, « ce que j'ai ». Un vieux réflexe de stratège ressurgit. D'abord, voir l'ennemi. Ensuite, voir mes forces.
Il note tout, montant à payer, petits travaux qu'il peut encore faire, objets qu'il pourrait vendre, compétences qu'il possède. Chaque mot est lourd, mais chaque mot rétablit un peu de contrôle. Il se surprend même à chuchoter, ce n'est pas la guerre, mais c'est une bataille. Et une bataille, ça se prépare. Il relit la liste, le dos un peu plus droit. Il ne sait pas encore comment, ni combien de temps ça prendra. Mais pour la première fois, il sent qu'il peut faire autre chose que subir. Et toi, as-tu déjà pris ce moment pour t'asseoir, regarder tes chiffres en face et dire, ça suffit, je reprends la barre. Si tu devais écrire aujourd'hui ta propre feuille blanche, qu'est-ce qui serait dans la colonne des dettes, et surtout, qu'est-ce qui serait dans la colonne de tes forces? Car ce que notre marin va découvrir, dans les jours suivants, va changer non seulement sa manière de voir l'argent, mais aussi sa manière de se voir lui-même. Un soir d'hiver, dans sa petite chambre au-dessus du bistrot du port, Jean étale sur la table tout ce qu'il possède encore, quelques billets froissés, des pièces alignées comme des soldats fatigués, 3 factures en retard, une lettre de relance de la banque. La lumière jaune de l'ampoule nu balance au rythme du vent qui hurle dehors. Le même vent qui, autrefois, le prévenait de la colère de l'Atlantique. Aujourd'hui, il ne lui annonce plus que des jours froids et des nuits longues. Il prend une grande inspiration, comme avant de monter sur le pont en pleine tempête, et murmure pour lui-même, « Bon, on va faire comme sur le bateau. On regarde la carte, on regarde la mer, et on décide. » Il trace presque machinalement des colonnes sur un vieux cahier d'écolier trouvé dans un tiroir, à gauche, ce qui rentre. À droite, ce qui sort. Son écriture est incertaine, sa main tremble un peu. Il additionne, il rature, recommence, compte les pièces plusieurs fois. Le résultat est le même, implacable, chaque mois, il coule un peu plus. Un rire étouffé monte de la salle en bas, des verres qui s'entrechoquent, des voix qui parlent de matchs de football, de politique, de la pluie. Personne ne parle d'argent autrement qu'en plaisantant. Personne ne parle de peur, d'angoisse, de ce nœud dans le ventre quand la fin du mois approche. Jean, lui, fixe les chiffres alignés devant lui comme on fixe un sonar qui commence à biper trop vite. Il se souvient alors d'un ordre aboyé sur le pont, des années plus tôt, ne jamais laisser le bateau dériver. Pas une seule minute, sinon la mer décidera pour vous. Et cette phrase s'enfonce en lui comme une évidence brutale. À terre, il a laissé sa vie financière dériver, par fatigue, par ignorance, par honte aussi. Il n'a jamais osé demander, comment on gère l'argent quand la guerre est finie? Comment on reconstruit une vie quand on n'a appris qu'à survivre? Il repense aux sous-marins invisibles de l'ennemi. Aujourd'hui, ces sous-marins à lui ont d'autres noms, crédit à la consommation, overdraft, promesse d'argent facile, achat pour combler le vide. Des attaques silencieuses, sournoises, qui frappent quand on baisse la garde. Sur le front, il avait une stratégie, des cartes, des ordres clairs. Ici, il n'a qu'un chéquier, une carte bancaire et des habitudes dangereuses. Il prend un crayon, redresse le dos et, presque solennellement, écrit en haut de la page, plan de navigation. Ce n'est pas un budget, ce n'est pas encore une stratégie financière complète. C'est juste un mot qui lui rappelle qui il a été, un homme capable de lire le chaos et d'y trouver une route. Il commence petit, réduire une dépense, renégocier une autre, arrêter les tournées qu'il paye machinalement aux anciens camarades au bistrot pour masquer sa propre peur. En traçant ces lignes, une question vient jusqu'à vous, de façon presque intime. Et vous, est-ce que vous avez, quelque part, votre plan de navigation financier? Ou est-ce que vous laissez la mer décider pour vous, mois après mois? Est-ce que vos dépenses suivent vos choix, ou vos peurs? Si cette histoire résonne un peu avec votre vie, avec vos fins de mois serrés, avec vos silences devant les relevés bancaires, ne la gardez pas pour vous. Laissez simplement un like, comme un signal discret, moi aussi, je suis à bord. Parce que la suite du voyage de Jean va vous montrer quelque chose de crucial, comment un homme qui se croyait condamné à couler peut, pas à pas, redresser sa trajectoire. Et dans le prochain chapitre de sa traversée, un simple échange va tout faire basculer, vers une nouvelle façon de voir l'argent, la valeur, et sa propre dignité. Il relève la tête, comme on remonte à la surface après une longue apnée. Pendant un instant, le vacarme du café s'efface. Il n'entend plus les cuillères, ni la machine à expresso, ni le brouhaha des conversations. Il n'y a plus que cette phrase qui résonne en lui, « Tu as déjà survécu au pire ». Il est temps d'apprendre à vivre, pas seulement à survivre. Cette nuit-là, dans sa petite chambre louée à la semaine, il étale les papiers sur la table bancale, factures, lettres de relance, correspondance avec l'Office des anciens combattants,
notes griffonnées au crayon. Il les aligne comme autrefois il alignait les cartes marines sur la table à cartes du navire. Sauf que cette fois, l'ennemi n'a pas de visage, pas de drapeau, pas de sonar. C'est un trou noir de chiffres rouges. Calme-toi, se murmure-t-il, presque comme un officier se donnerait un ordre. Il prend une feuille blanche. En mer, tu ne traversais jamais une tempête sans plan. Alors, pourquoi tu affrontes tes dettes comme un novice? Il commence par écrire ce qu'il gagne, même si ça lui paraît dérisoire. Puis ce qu'il dépense, chaque café, chaque ticket de tram, chaque paquet de cigarettes, chaque franc envoyé à sa mère. À mesure que les lignes se forment, il sent la honte monter. Comment ai-je pu ne rien voir? Comment ai-je pu vivre comme si tout allait s'arranger par miracle? Mais au milieu de la honte, une autre sensation apparaît, timide, fragile, la clarté. Pour la première fois, il voit sa vie non pas comme une succession de coups du sort, mais comme une carte qu'il peut apprendre à lire. Il repense aux heures passées à calculer les distances, à corriger les dérives du vent, à économiser le carburant. Tu savais déjà optimiser chaque ressource à bord. Pourquoi tu n'utilises pas cette discipline pour ton argent? La question le pique, mais elle le réveille. Les jours suivants, il refuse un verre au bar pour économiser quelques pièces. Il accepte des travaux pénibles parce qu'il paie un peu mieux. Il renonce à certains achats impulsifs, presque comme on renonce à une route trop risquée en mer. Chaque fois qu'il résiste à une tentation, il se répète, ce n'est pas une privation, c'est une manœuvre. Peu à peu, une nouvelle idée se forme, et si le vrai courage, maintenant, n'était plus d'affronter les obus, mais d'affronter chaque chiffre, un par un. Et si la liberté, dont il rêve depuis qu'il a quitté le navire, passait d'abord par la façon dont il gère chaque franc qui entre dans sa poche. Il lève les yeux vers la fenêtre. Derrière les vitres sales, la ville continue de courir, indifférente. Il se demande soudain, combien d'entre eux, là dehors, se battent en silence avec leurs propres dettes, leurs propres peurs, comme je le fais en ce moment. Et toi, si tu étais assis à cette table, qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur ta feuille blanche? De quoi serait faite ta tempête financière, et quelle manœuvre serais-tu prêt à entreprendre pour en sortir? Parce que sa prochaine décision va changer non seulement son compte en banque, mais aussi la manière dont il se voit lui-même. Il se tait un instant, les mains posées à plat sur la table, comme pour calmer une mère qui n'existe plus que dans sa mémoire. Sa petite fille le regarde, les yeux brillants. Et alors, papy, qu'est-ce qui t'a fait changer? Il sourit, un peu gêné. Tu veux la vérité? Pas l'histoire héroïque, la vraie? Elle hoche la tête. Il soupire, et replonge. Le déclic, il est venu un soir de janvier. Je faisais la queue à la banque, les poches vides, la fierté encore plus creuse. Devant moi, un jeune homme en costume, pas plus âgé que toi. Il parlait avec le conseiller, on va répartir sur 3 comptes épargne, comme on a dit, pour ne pas dépendre d'une seule source. Et moi, derrière, j'avais du mal à payer mes dettes à une seule banque. Je suis sorti en colère. Contre le système, contre l'injustice, contre tout. Mais surtout contre moi. Ce garçon, il n'avait jamais vu une torpille, jamais entendu un obus siffler au-dessus de sa tête. Pourtant, lui, il naviguait mieux dans l'argent que moi dans la vie civile. Il se penche vers elle, la voix plus basse. Ce soir-là, j'ai compris une chose que personne ne nous avait dite en rentrant de la guerre, le monde s'était remis à tourner, mais avec d'autres règles. Sur l'Atlantique, je maîtrisais les courants, les cartes, les signaux. À terre, je ne maîtrisais rien. Ni les contrats, ni les intérêts, ni mes propres impulsions. Alors j'ai décidé de redevenir élève. Comme un jeune mousse. Il raconte la première fois où il ose poser des questions au conseiller de la banque, sans honte. Les regards condescendants, la sensation d'être un vieil homme perdu dans un monde de chiffres. Mais aussi ce petit frisson, familier, celui qu'il ressentait avant une mission dangereuse. J'ai commencé par la chose la plus difficile pour un homme qui a tout perdu, regarder la vérité en face. J'ai écrit chaque dette sur un carnet. Une ligne pour chaque créancier. Je les voyais comme des sous-marins autour de moi. Tant que je faisais semblant de ne pas les voir, ils avaient l'avantage. Puis j'ai listé mes revenus. Un petit boulot ici, un autre là. Rien de glorieux, mais sur un navire, tu apprends qu'on ne méprise jamais une corde, même la plus fine. Un jour, elle peut te sauver. Sa voix se fait plus posée, presque pédagogique. Ensuite, j'ai fait ce que j'aurais fait en mer, établir un plan de route.
Prioriser les dettes les plus dangereuses, négocier quand c'était possible, réduire tout ce qui pouvait l'être. Je n'appelais pas ça budget, à l'époque. Pour moi, c'était une carte de navigation. Si je la respectais, je sortais du brouillard. Mais tu sais ce qui était le plus dur? Pas les chiffres. C'était de dompter ma propre tête. Mon orgueil. Ma peur de l'avenir. Cette petite voix qui disait, tu n'y arriveras jamais, tu es trop en retard. Il redresse le dos, plante son regard dans celui de sa petite fille. Le jour où j'ai compris que ma vraie guerre, c'était contre cette petite voix-là, ma vie a commencé à changer. Il se tait, laisse le silence s'installer, puis ajoute, presque en chuchotant. Et toi, dis-moi, c'est contre quoi que tu te bats en ce moment? Des dettes, la peur de manquer, la honte de parler d'argent. Si tu devais écrire ton propre carnet de bord aujourd'hui, qu'est-ce qui serait sur la première page? Il laisse la question flotter entre eux, comme un navire immobile au milieu d'une mer qui s'apprête à changer de vent. Le vieux marin se tait, un long moment. On entend juste l'horloge du café et le murmure lointain de la ville moderne, si différente de celle qu'il a connue. Ses doigts jouent avec une pièce de monnaie usée, tournée et retournée comme on tourne une décision dans sa tête. Tu vois, dit-il enfin, la guerre m'a appris à ne jamais tourner le dos à une tempête. Mais personne ne m'a appris à lire un contrat, à gérer un budget, à dire non à un crédit facile. On m'a décoré pour avoir tenu la barre sous les bombes, mais on m'a laissé seul face aux dettes. Il relève les yeux vers toi, et cette fois, ce n'est plus le vétéran que tu vois, mais un homme comme tous les autres, avec ses peurs, ses culpabilités, ses regrets. L'erreur, poursuit-il, ce n'est pas de tomber. En mer, tout le monde tombe un jour. L'erreur, c'est de croire qu'on doit se relever seul. Quand j'ai enfin parlé de mes problèmes d'argent, des nuits sans sommeil, de ma honte, alors seulement j'ai commencé à remonter. J'ai appris à compter autrement, pas seulement les pièces, mais mes priorités, mes limites, mes valeurs. Il laisse un léger sourire s'installer au coin de ses lèvres. Tu sais ce qui m'a sauvé, à la fin? Le même réflexe qu'en pleine bataille navale, regarder la vérité en face. Plus de mensonges, plus de « ça ira mieux le mois prochain ». J'ai pris une feuille, j'ai affronté mes chiffres comme j'affrontais les vagues. Ligne après ligne. Décision après décision. Et, surtout, j'ai demandé de l'aide. Le serveur pose l'addition. Le marin la regarde, sort son portefeuille, compte calmement. Pas un geste de trop, pas une grimace. Juste la lucidité tranquille de quelqu'un qui sait exactement où va chaque euro. Aujourd'hui, dit-il en se levant, ma plus grande victoire n'est pas d'avoir survécu à la guerre. C'est d'avoir cessé de subir ma vie financière comme un bombardement imprévisible. J'ai repris le gouvernail. Toi aussi, tu peux le faire. La vraie question, c'est, oseras-tu regarder ta propre mer intérieure, tes peurs, tes dépenses, tes dettes, sans détourner le regard? Il pose une main sur ton épaule, chaleureuse, ferme. Alors, dis-moi. Quelle est ta bataille financière, en ce moment? Contre quoi tu te bats en silence? Les crédits. Les impulsions. Le manque de revenus, ou le manque de clarté? Écris-le. Mets des mots dessus. C'est ainsi qu'on repère l'ennemi et qu'on commence à le désarmer. En sortant du café, l'air frais te frappe le visage. Les voitures, les néons, les publicités pour acheter plus, toujours plus, défilent devant toi comme autant de canons braqués sur ton portefeuille. Mais quelque chose a changé, pour la première fois, tu ne te sens plus complètement désarmé. Dans un coin de ton esprit, une idée grandit, et si tu pouvais, toi aussi, apprendre à lire les vagues de ton compte en banque, à anticiper les tempêtes, à construire ton propre plan de navigation financière. Si tu veux continuer ce voyage, si tu veux d'autres histoires vraies, d'autres outils, d'autres cartes pour ta traversée, tu sais où me trouver. Reste à bord. La prochaine tempête que nous étudierons pourrait bien ressembler à la tienne.